quelques pages d'un livre. Marie à Cécile. Vous souvenez-vous, Cécile, des bals étourdissants, des grandes soirées, de nos toilettes et de nos succès de cet hiver? Que tout cela est loin maintenant. Loin pour moi seul, bien entendu, car vous êtes sans doute encore à Paris, ou tout au moins de votre belle propriété d'Angian, mais toujours au milieu des bruyantes agitations que nous appelons les plaisirs du monde. Comme une reine que vous êtes, sans cesse entourée d'une cour que vous traînez sur vos pas. Quand je pense aux changements que peuvent amener quelques mois dans notre vie, je me sens frappé irrésistiblement et comme prise d'une sorte de vertige à l'idée de l'insouciance avec laquelle nous vivons. Et nous oublions. Et nous faisons des projets pour l'avenir, si proches qu'ils puissent être. Cette idée-là a quelque chose d'effrayant quand on la regarde en face. Mon langage doit bien fort vous surprendre, n'est-ce pas, mon ami? Vous, sérieuse et charmante, si adulée, pour qui l'hiver prochain s'annonce, ainsi que ceux qui l'ont précédé, escorté de son grand luxe et de ses parures, avec ses salons inondés de lumière et remplis d'entraînantes harmonies. Vous, heureuse, qui n'entrevoyez la vie qu'à travers les feuillages aux séduisantes couleurs de vos roses d'Angian et de vos camélias de Paris. Vous n'étiez guère habitué à m'entendre parler ainsi, du temps où nous étions réunis. Mais c'est qu'il est survenu dans mon existence bien des choses depuis ce temps-là. Je n'irai plus dans le monde avec vous, ma Cécile. Nous n'irons plus toutes deux autour des lacs, ni au théâtre, ni dans aucune fête. Tout cela est perdu pour moi. Je ne sais même pas s'il me sera possible de retourner encore à Paris, malgré tout mon désir de vous revoir et de vous embrasser, et de reprendre nos causeries d'autrefois, dont je garderai le souvenir tant que je vivrai. Tant que je vivrai, je suis folle de venir vous attrister avec mes idées noires. Je le sais bien, mais j'ai tellement besoin de m'épancher, de parler de mes sentiments et de mes peines. Mes peines, j'ai tort de parler de la sorte. Quelles sont-elles? Je n'en ai pas en réalité, mais malgré moi, une tristesse profonde que le docteur veut appeler du calme reflète pâlement sur tout ce qui me touche. Vous vous rappelez que je fus obligé de vous quitter à la fin de l'hiver dernier pour venir en toute hâte auprès d'une vieille tante qui se mourait. C'était la seule parente qui me resta du côté de ma mère, et c'est chez elle que j'ai été soigné pendant mon enfance et élevé. Sinon avec tendresse, avec affection du moins. Elle était bien vieille, la pauvre femme, et elle s'est éteinte plus tôt qu'elle n'est morte. Moi, j'ai passé de longues nuits à son chevet, et je n'étais pas d'un tempérament si robuste pour supporter la moindre fatigue. Et puis, il me manquait quelque chose sur cette terre. Je n'avais pas, comme vous, un mari dont l'amour pût répondre au mien. Monsieur Dalmet a l'air de vous aimer tant. Vous devez être bien heureuse, Cécile. Quant à moi, vous le savez, je n'ai jamais connu ce que c'est qu'être aimé. J'ai fait, très jeune encore, un mariage de raison, comme disait ma tante. Monsieur de Champré était vieux et songeait peu à moi. Il était riche. On parlait de mon bonheur. Marié depuis 1 an à peine, j'étais veuve déjà. Et depuis, si l'amitié pouvait nous suffire, j'aurais vécu bien heureuse avec la vôtre. Hélas, je n'ai pas su me contenter de cette sympathie qui m'a donné tous les instants de joie que j'ai éprouvés ici-bas. Il me fallait une autre affection plus absolue, plus exclusive, plus vivifiante, dont tous ont besoin au monde,
mais qui nous est parfois peut-être plus indispensable qu'aux hommes. Née orpheline, pour ainsi dire, puisque j'ai perdu mon père et ma mère avant de savoir prononcer leur nom, j'ai passé, ainsi que je vous le disais, toute mon enfance chez cette tante dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'aimait certainement, mais qui n'avait pas pour moi ces 1000 petits soins qui consistent en caresses, en sourires, en gâteries de toutes sortes, enfin, et qui apprennent la tendresse aux enfants. Ici, ma santé, déjà faible, s'est graduellement affaiblie, avec lenteur au commencement, mais à présent je sens bien que je m'en vais plus vite chaque jour. Mon médecin a beau dire et faire son possible pour me persuader que c'est là une langueur passagère, je sais qu'au fond, lui-même a bien peu d'espoir. Je suis si changé moralement. Si vous me voyez, Cécile, ma belle-aimée, il me semble que je n'aimerais plus le monde, ni ses bruits, ni ses fêtes, dont je ne pouvais me passer autrefois. Maintenant je suis triste. Je me plais à rêver le soir, seul sur ma terrasse, en regardant les nuages courir dans l'azur qui s'étend infini devant moi. Et je me suis surprise 2 fois à songer aux vies futures et à me voir morte. Morte, pour ce monde où vous brillez, où j'ai brillé aussi, et dont j'ai été si folle dans le temps. Combien tout cela est étrange. Mais je vois bien décidément que je suis d'un égoïsme insensé, ne vous parlant que de moi depuis plus d'1 heure et ne songeant même pas à demander à ma meilleure amie quelle est sa vie, moi qui, vous le savez bien, n'est-ce pas, suis si heureuse de vos plaisirs et si triste de vos tristesses. Écrivez-moi, Cécile. Il me semble qu'en lisant vos lettres, je jetterai un dernier regard sur mon existence passée, à jamais perdue. Et il est si doux de se rappeler, de faire revivre un peu son cœur dans la mélancolie calme et involontaire qui est la compagne inséparable du souvenir. Parlez-moi de vos soirées, de vos projets, de votre luxe, de vos soupirants et des miens aussi. Enfin, de tout mon beau Paris que j'ai tant aimé. Les malades sont comme les enfants, ils veulent qu'on les amuse. Il y a si longtemps que je n'ai pas été gai. Si vous saviez. Ici, tout a un aspect morne qui m'aglace. À l'exception de Justine, ma petite femme de chambre, dont le dévouement et la peine me touchent, et de mon vieux docteur que je vois tous les jours et dont je suis journellement les métaphores galantes et interminables. Je ne vois que les gens de la campagne, les jardiniers, les garçons de ferme, et ma nourrice, qui est aussi bonne et pour le moins aussi ennuyeuse que ce bon docteur. Je suis donc seul, ou à peu près, et je me complais parfois dans la torpeur dont cette solitude engourdit mon âme pleine d'espérance infinie et de souvenirs sans regret. Pardonnez, mon ami, je retombe invinciblement dans ma tristesse. J'ai mes jours, voyez-vous, et mieux vaut que je m'arrête. Si je continuais, je dissiperais peut-être le sourire de vos lèvres, la gaieté de vos yeux. Adieu. Écrivez-moi surtout, et soyez heureuse, soyez aimée. Votre vieille, bien vieille amie, Marie de Champré d'Aveny. Aveny, septembre 1854. Cécile à Marie. Est-elle bien de vous, chère Marie, cette lettre que j'ai devant les yeux? On me l'a remise hier matin, comme je venais de me lever, et depuis ce moment je ne cesse de la relire. Tant l'impression que j'en ai ressentie est singulière. Comment? C'est vous, mon ami, ma belle chérie, vous si charmante et avec cela si bonne que je n'ai jamais songé à vous en vouloir, parce que vous étiez plus jolie que moi. C'est vous,
si mondaine, si danseuse, ou dont la belle main blanche a écrit ces lignes que je relis encore avec étonnement, pleine de mélancolie et de regret. Votre lettre m'a tout attristé, et je ne sais d'où vient que je n'ai pu me soustraire à mes idées noires qui m'assaillent depuis hier. Se peut-il que vous soyez aussi changée, Marie? J'avais pensé bien souvent à vous depuis votre départ, si précipité que nous avons eu à peine le temps de nous faire nos adieux. Je vous vois encore au moment où Justine vous a apporté cette malheureuse lettre qui vous appelait au chevet de votre tante. On venait de vous essayer, quelques minutes auparavant, cette délicieuse robe blanche que vous aviez fait faire pour aller le surlendemain au grand bal de la comtesse de Cerne. Vous rappelez-vous avec quel désespoir nous admirions ces grands volants bouillonnés et relevés tout autour par de toutes petites roses, et sa grande ruche du bas, qui remontait en deux endroits et s'attachait aussi par deux roses plus grosses que les autres. Avec cela, une rose au corsage et une ou deux encore, dans vos beaux cheveux blonds, complétaient votre toilette. Des fleurs, toujours des fleurs, jamais de bijoux, pas un collier, pas une bague, pas même de boucles d'oreilles coquettes. Vraiment, il n'y a pas que vous pour savoir mettre tant de charme exquis et d'élégance dans la simplicité. Aussi, faisiez-vous des furieuses. Quelle tristesse à l'idée de partir sans avoir porté cette ravissante toilette. Et le fait que la chose en valait bien la peine. Je crois qu'à votre place, je ne serais parti que le lendemain du bal. Mais votre âme a toujours été aussi belle que votre visage, et vous n'avez pas hésité à faire ce sacrifice. Le soir même, vous étiez en route, et moi, soit pressentiment ou folie, mon mari prétend que c'est la même chose. J'éprouvais une tristesse mortelle de cette solitude où me laissait votre absence. Car je suis seule aussi, Marie, et moins heureuse que vous ne le pensez. Le monde aussi me croit heureuse en voyant mon luxe, mais le monde ne voit guère que la superficie des choses. Et souvent la mer cache bien des désastres sous l'azur trompeur de sa surface. Mon mari est riche, que lui servirait de me refuser quoi que ce soit. Cela flatte son amour propre d'abord. D'entendre vanter le train de notre maison, mes chevaux et les diamants qu'il me donne. Mais je puis vous le dire à vous, ma Mariette adorée, il ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Et il m'arrive parfois de faire de douloureuses réflexions lorsque je me retrouve seul dans ma chambre à coucher, le soir, tandis qu'il est, lui, je ne sais où, à Paris, à son cercle, d'où il ne rentre que fort tard. Je tâche d'y songer le moins possible, et il faut bien que j'oublie, en effet, pour paraître ce que je suis aux yeux du monde, c'est-à-dire la femme heureuse dont on envie le bonheur. J'étouffe mon cœur quand il me parle, parce que sa voix me donne toujours des conseils qui me troublent, et je ne sais quelle puissance incompréhensible qui se trouve en moi me pousse à l'écouter. Alors, pour chasser cette tristesse qui m'envahit, pour échapper à ces préoccupations qui m'obsèdent, je me rejette plus avant dans le bruit, dans les fêtes et mes toilettes. Que voulez-vous? Je cherche dans les plaisirs de mon luxe l'oubli de ce qui manque à mon âme. Et voilà que, moi qui vous écrivais pour tâcher de vous égayer un peu, je suis triste comme un gros bonnet de nuit qui s'aviserait de parler. Voilà ce que c'est que d'écrire à sa meilleure amie d'aussi vilaine lettre que la vôtre. On lui fait perdre la moitié de sa pauvre gaieté, et elle devient incapable de vous rendre le courage qu'elle n'a plus elle-même. Ainsi, vous voilà prévenu. Pour cette fois-ci, je vous pardonne, parce que l'on peut être plus triste ou plus mal disposé un jour que les autres. Cela dépend un peu du temps qu'il fait. Et puis, à la campagne, et à la campagne en province surtout. Mais cela est une raison de plus pour que vous rentriez bien vite à Paris, où l'on ne peut plus se passer de vous. Voilà, Mariette de mon cœur, chère aimée, ce qu'il faudra m'annoncer dans votre prochaine lettre. Vous me le promettez, n'est-ce pas, à moi, votre meilleur ami, qui vous aime et qui vous regrette, mais aussi qui vous attend.
Cécile Dalmé, en juin, septembre 1854. Marie à Cécile. Je suis bien triste, ma pauvre Cécile, et je n'ai pu me rendre compte de l'état de mon âme. Voilà aujourd'hui 2 mois, 2 longs mois que j'ai reçu votre lettre bonne et tendre, comme tout ce qui vient de vous. C'est ma seule compagnie ici. Je me trouve moins seul en relisant ces lignes pleines de souvenirs où j'aperçois comme en un miroir les reflets lointains de mon passé, qui se perdent peu à peu dans la brume de l'horizon, en silhouette gracieuse et insaisissable. Insaisissable, ce mot rend bien ma pensée. Et je n'avais jamais senti, en le voyant écrit, tout ce qui peut renfermer de tristesse. Car je tends les bras maintenant, mon ami, vers cette image fugitive, douloureusement riante, et je pleure et je me débats, folle de désespoir, car je ne trouve rien sous mes mains que le vide et la nuit, car je sens mon cœur se serrer de plus en plus, prêt à étouffer entre les angoisses de cette solitude mortelle. Je me sens mourir nuit et jour, heure par heure, minute par minute, et c'est cette solitude qui me tue, et je ne puis plus la fuir, et elle s'appesantit sans cesse, impitoyable et morne, sur mon âme à jamais défaillante. Ma santé ne me permet plus de m'en aller d'ici. Le moindre voyage suffirait à épuiser le peu de force qui me reste. Et quand, après avoir passé ma journée assise auprès de ma fenêtre, à lire ou à rêver, je veux faire un tour de parc pour profiter d'un rayon de soleil, je suis brisé en rentrant comme si j'avais été battu. Que se passe-t-il en moi? Je n'ai pu le comprendre. Et puis, je n'ose pas, j'ai peur de le deviner. Pourquoi? Du reste, je ne sais pourquoi je vous parle de toutes ces folies qui sont capables de vous attrister, et dont la seule pensée me trouble et me tourmente moi-même. Parlons de vous, ma Cécile bien-aimée, de vous qui souffrez aussi et qui êtes contrainte de cacher votre peine. Combien je vous plains, mon ami, et qu'il doit vous en coûter de garder, pour le monde indifférent qui vous entoure, le masque de bonheur sous lequel vous languissez. Et encore, vous êtes meilleur que moi, car votre lettre était pleine de tendresse et de gais souvenirs. Tandis que moi, au contraire, je ne sais que vous affliger chaque fois que je vous écris. Mais vous me le pardonnerez, n'est-ce pas, Cécile, car il faut me traiter avec l'indulgence qu'on a pour une enfant malade. Si je suis aussi triste, c'est qu'il m'est impossible de lutter contre la langueur qui me tue. Voyez-vous, mon médecin n'ose plus se fier à lui seul. Il a fait venir ici 2 docteurs célèbres de Paris. Tous 3 n'osent presque plus me cacher l'état dans lequel je me trouve. Ils ne m'ont rien dit, mais je vois bien sur leur visage, lorsqu'ils se consultent devant moi, que ce n'est plus qu'une affaire de temps. C'est fini. Je puis encore traîner pendant 4 ou 5 mois peut-être, mais je n'irai pas plus loin. Je suis entouré ici de bonnes gens qui passent leur vie à s'efforcer de m'épargner toute espèce de contrariété. Mais il me semble, en voyant leur visage silencieux et morne, qu'ils sont tous prévenus. Je crois lire ma condamnation sur chaque figure que je rencontre. Je suis obsédé par une foule d'idées pénibles, de visions étranges, inexplicables. J'ai fait, pendant une nuit de la semaine dernière, un horrible rêve dont le souvenir me pèse depuis ce moment et me poursuit sans relâche. J'étais assise avec Justine dans le bois qui se trouve derrière la maison. Nous parlions de Paris, de vous, qui deviez arriver ici le jour même pour passer une semaine auprès de moi. J'étais guéri, ou à peu près, et je comptais m'en retourner avec vous.
Tout d'un coup, je vis les arbres qui nous entouraient glisser sur la terre, comme si une main puissante les avait repoussés, et je me trouvais debout au milieu d'une plateforme autour de laquelle ils s'étaient arrêtés en rond, serrés les uns contre les autres. Mais ce n'étaient plus les mêmes que tout à l'heure. De quelque côté que je voulusse tourner mes regards, je n'apercevais plus que des cyprès dont la noire verdure montait constamment en tige droite et droite vers le ciel. Effrayé, je me retournai vers Justine pour prendre sa main. Justine avait disparu. Je voulus l'appeler. Ma langue restait collée à mon palais. À la place qu'elle occupait un instant auparavant, le spectre de la mort, tel qu'on nous le dépeignait au couvent, ricanait à côté de moi. Je sentais son souffle repoussant et humide effleurer mes lèvres et mes joues, qu'il flétrissait en passant, et parcourir tout mon corps comme un frisson indicible. L'émotion que j'éprouvais est inexprimable. Je tremblais d'une manière effrayante. Enfin, à travers les arbres, j'aperçus une forme qui venait de mon côté. C'était vous, mais vous n'étiez pas seul. Mon cœur bat encore de l'impression que je ressentis en la voyant. Auprès de vous marchait un homme, jeune, dont les traits, où respirait la tristesse et la distinction, m'étaient déjà connus. Ne pouvant parler, je tendis les bras vers vous. Sa tête se releva alors, et ses yeux brillèrent d'un éclat inouï. Tous deux, vous m'aviez compris et vous veniez me chercher. Vous alliez arriver à la limite des arbres. Alors le spectre fixa sur moi son regard vide et hébété. Je ne vous voyais plus. Puis il posa son doigt sur mon cœur, et de l'autre main il me montra une éclaircie au milieu des cyprès. Dans une allée dont je ne voyais pas la fin, je vous aperçus tous les deux. Mais au lieu de venir, vous vous éloigniez de moi, enlacés dans les bras l'un de l'autre. Désespéré, je poussai un cri terrible. Ni vous ni lui ne vous êtes retournés. Le fantôme ôta son doigt de mon cœur et se mit à courir autour de moi en traçant un cercle qui l'agrandissait à chaque tour. À la place où j'avais senti le contact mortel et glacé de sa main osseuse, j'avais une plaie par où mon sang se perdait goutte à goutte et creusait dans le sol un trou dans lequel je m'enfonçais peu à peu, comme en un tombeau. En ce moment, de larges flocons de neige commencèrent à tomber. Je trouvai la force de prononcer une parole, et le nom que je jetai à l'air sans écho n'était pas le vôtre, Cécile. Lui ne se retourna pas encore, mais tombait à genoux. Mes genoux s'attachèrent à la terre. Je ne pouvais plus me relever, ni crier. La neige qui tombait avec force me cachait tout. Je n'apercevais plus ni vous, ni lui, ni le spectre. J'étais seul. Entendez-vous bien? Je ne voyais que la blancheur opaque des arbres couverts de neige. Et mon sang coulait sans cesse, et ma tombe se creusait rapidement. Et moi, je descendais toujours, à genoux, les mains jointes, folle de terreur et brisée par mon désespoir. Je sentais le froid de la neige qui couvrait mes épaules et qui montait autour de moi comme pour m'ensevelir avant même que ma fosse fût achevée. J'étouffais. Quand je me réveillai en sursaut, c'était le matin. Justine, qui m'avait entendu me plaindre, était auprès de mon lit. Lorsqu'elle ouvrit mes persiennes, il neigeait. C'était la première fois de cette année. Vous ne pouvez vous figurer l'impression que cela me produisit. Je suis encore tremblante en vous racontant cette douloureuse et inexplicable crise. Et j'aurais mieux fait de ne vous en point parler. Excusez-moi encore, mon ami, chère Cécile de mon âme. Pardon de la tristesse que je vais vous causer encore, mais j'ai besoin, malgré moi, de parler de ce rêve. Dites-moi qu'il est faux, dites-moi qu'il ne signifie rien, je vous en conjure. Puis beau me le répéter, moi, il me poursuit sans cesse. Vous le savez, je n'ai jamais aimé. Je n'ai pu aimer aujourd'hui.
C'est impossible. Cela n'est pas. N'est-ce pas, ma Cécile adorée? Et cependant, d'où vient alors qu'en voyant approcher le moment de ma mort, je regrette davantage l'existence et que je voudrais pouvoir me cramponner à la vie? Il me semble que je pourrais être heureuse, entrevoir des joies qui ne m'étaient jamais apparues aussi douces et aussi séduisantes. Que veut dire tout cela? J'ai peur d'être folle par moments. Écrivez-moi encore, Cécile, je vous en supplie. Qu'il me soit donné d'entendre encore une voix amie et aimée avant de quitter ce monde où je souffre et que je pleure en le quittant. Pensez à moi, aimez-moi, vous, ma Cécile que j'aime, et songez que je n'ai que votre amitié au monde. Votre mari. Aveni. Novembre 1854.